28,7 degrés. C'est la température record atteinte par les eaux de la mer Méditerranée en juillet 2023. Si vous avez eu la chance de goûter à cette canicule marine, vous êtes comme moi absolument convaincu que le réchauffement climatique s'accélère et que diminuer nos émissions de gaz à effet de serre est une urgence absolue. Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons remonté le temps pour observer ma naissance à l'aube de l'univers et parcouru les temps modernes et contemporains dans les pas des grands hommes qui ont découvert ou rêvé mon potentiel énergétique. Aujourd'hui, c'est le présent d'une transition énergétique et écologique déjà en marche que je vous propose de visiter à travers mes multiples usages actuels ou à venir. Nous traverserons ensemble 3 secteurs de l'économie que moi, petit atome d'hydrogène, j'ai les moyens de décarboner: la mobilité, l'industrie et l'énergie. Vous êtes à bord de l'un des 72 000 véhicules à hydrogène déjà en circulation dans le monde. Ouvrez la fenêtre. Le bruit du vent pour seule musique, l'air est pur, et nous ne laissons dans notre sillage que de la vapeur d'eau. 0 émission de CO2 et de particules fines à notre pot d'échappement. Nous avons fait le plein en à peine quelques minutes et nous voilà partis pour un road trip autonome de près de 800 km. Magique ? Non, électrique. Si vous avez suivi notre premier épisode, la pile à combustible n'a plus de secret pour vous. Vous savez qu'elle me transforme en électricité et que les véhicules qui en sont équipés sont donc des véhicules à propulsion électrique. À Paris, en Île-de-France, et bientôt dans d'autres grandes métropoles françaises et européennes, vous ne pouvez pas les manquer. Ils sont d'un bleu ciel peuplé de paisibles nuages ou d'un noir chic et sobre. Voici ma flotte de taxis verts, enfin, comprenez, écologique. Nous avons déjà suffisamment parlé de couleurs dans le premier épisode. Et je m'adapte à tout type de mobilité, de la très légère comme les vélos ou triporteurs, à la plus lourde quand il s'agit d'un porte-container par exemple. Je suis en effet particulièrement performant lorsqu'il s'agit de propulser des véhicules lourds avec une grande puissance motrice, un grand besoin d'autonomie ou conçus pour une utilisation intensive. Les transports collectifs, de marchandises et même la collecte d'ordures ménagères n'ont qu'à bien se tenir. Je suis sur tous les fronts de la mobilité. Je vous ai déjà parlé des villes pionnières qui ont mis en service des bus à hydrogène comme Pau, Versailles ou La Roche-sur-Yon. J'avais évoqué les TER hydrogène prévus pour 2025 en France. Eh bien, en Touraine et bientôt à Dijon, je fais rouler de gigantesques bennes à ordures. Dans les Pays de la Loire, les énormes engins de chantier, proches d'un rover dédié à l'exploration lunaire, testent mes performances en matière de travaux publics ou agricoles. Outre mes exploits dans la catégorie poids lourd, je m'illustre également dans les mobilités fluviales et maritimes. Depuis le printemps 2023, on peut louer le premier bateau de tourisme fluvial à hydrogène de France pour voguer sur les canaux de Bourgogne. La Norvège a mis à l'eau le premier ferry à hydrogène au monde. Une barge automotrice propulsée à l'hydrogène et réservée à la distribution urbaine circulera également très bientôt sur la Seine. En 2025, on prévoit en France la mise à l'eau de l'Energy Observer 2, un cargo à hydrogène de 120 mètres de long, capable de transporter 5000 tonnes de marchandises. Vous vous demandez sans doute ce qu'il en est dans le domaine de l'aviation. Eh bien, je vous révèle que l'avionneur européen Airbus vise la mise en service d'un avion à hydrogène en 2035. Affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, pour le secteur de la mobilité, à l'horizon 2050, je devrais en France alimenter près de 18% du parc de véhicules. Je contribuerai ainsi à réduire les émissions annuelles de CO2 de plus de 55 millions de tonnes. 55 millions sur les 129 millions issus du seul secteur des transports en 2022. Ça serait un sacré geste pour notre planète, non ? Mais continuons notre traversée des secteurs économiques que j'ai à cœur de décarboner avec l'industrie lourde et son insatiable soif d'hydrogène. Mon plus gros consommateur est le raffinage pétrolier qui m'utilise comme réactif pour enlever le soufre des carburants. Cette industrie consomme 3,9 millions de tonnes d'hydrogène et représente à elle seule 22% des émissions mondiales de CO2.
Vient ensuite la production d'ammoniac NH3, principalement pour la fabrication d'engrais azotés. Ici, 3,2 millions de tonnes d'hydrogène englouties. Et puis, il y a les industries chimiques et métallurgiques, 1,1 million de tonnes d'hydrogène par an. L'industrie chimique m'utilise comme matière première, notamment pour la production de plastique. Et injecté dans les fourneaux des usines métallurgiques, j'éviterai l'oxydation des métaux en cours de transformation. Je suis donc massivement consommé par ces industries lourdes. Si vous avez manqué notre premier rendez-vous, vous vous demandez peut-être où est le problème. Le cas échéant, vous vous souvenez que bien que je sois dépourvu d'atomes de carbone, ma production actuelle libère énormément de CO2. Je suis gris parce que majoritairement produit à partir d'énergies fossiles comme le gaz ou le charbon. Pour décarboner l'industrie, je dois donc impérativement me mettre au vert, devenir renouvelable ou bas carbone, être produit notamment grâce à l'électrolyse de l'eau. Par un effet de ricochet, l'ammoniac deviendrait renouvelable ou bas carbone lui aussi, c'est-à-dire décarboné. Ensuite, pour la décarbonation de la métallurgie et de la production de ciment, j'ai les moyens de rivaliser avec les combustibles fossiles pour le chauffage des fourneaux à des températures extrêmes. En m'intégrant au process d'un grand producteur d'acier à Dunkerque, ou avec le projet de mettre en service en 2027 une première usine de fer et d'acier renouvelable et bas carbone française à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, je remplacerai le charbon pour une économie annuelle de 4 millions de tonnes de CO2. Enfin, associé à du dioxyde de carbone ou à de l'azote, je deviens un carburant alternatif capable de remplacer les combustibles fossiles dans les secteurs des transports comme de l'industrie. Ces carburants de synthèse sont appelés électrocarburants ou e-fuel. Mais savez-vous pourquoi ? Eh bien parce que moi, l'hydrogène, je suis ici produit par électrolyse. Ne nécessitant ni pétrole ni biomasse, ces e-carburants révolutionnaires ont une empreinte carbone quasi neutre. En effet, le CO2 utilisé pour les produire est d'abord récupéré dans l'atmosphère. Mais je ne suis pas le seul acteur d'une transition énergétique devenue vitale. Une nouvelle ère décarbonée implique, vous le savez, la substitution des combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Solaire, éolienne ou encore hydraulique, ces énergies présentent souvent l'inconvénient d'être indomptables ou intermittentes et de produire parfois plus d'électricité que notre réseau ne peut en ingérer. L'une des clés de la transition énergétique est donc le stockage de cette énergie excédentaire. Et c'est là que j'interviens. Le trop-plein d'électricité d'origine renouvelable servira à l'électrolyse de l'eau et donc à la production de votre dévoué, pour un stockage massif et très longue durée de cette précieuse énergie. En Corse, ou sur l'île de la Réunion, j'ai déjà démontré que je savais mettre le soleil en bouteille. En associant une centrale photovoltaïque à un électrolyseur qui convertit l'électricité en eau en hydrogène et à une pile à combustible qui restitue cette électricité, je peux subvenir aux besoins que ce soit la nuit ou sur un temps bien plus long, bref, quand on en a besoin. Dans le domaine de l'énergie, mon intérêt environnemental et même économique s'exprime vivement dans les territoires isolés comme les sites insulaires, les refuges en haute montagne ou encore... Vous entendez cette musique électropop ? C'est le festival de musique We Love Green, édition 2022 dans le bois de Vincennes en région parisienne. Ici, je ne suis pas peu fier d'assurer la sonorisation et l'éclairage de l'une des 4 scènes monumentales pour quelques 100 000 festivaliers. Et puis j'avoue que j'aime assez être l'atome de la situation quand il s'agit d'être la botte secrète d'infrastructures critiques en cas de coupure d'électricité. Dans les hôpitaux, les casernes ou encore les data centers, j'ai un rôle majeur à jouer pour l'alimentation de secours en remplacement des groupes électrogènes au fioul. À Avignon, par exemple, dans le data center vert urbain EcoBio H2, associé au photovoltaïque, je sécurise un écosystème énergétique 100% vert et autonome. En bref, j'ai hâte d'exprimer à plein régime mon haut potentiel de solutions énergétiques décarbonées.
Difficile pour moi de clore cette excursion dans le paysage de mes usages contemporains. Chaque jour voit naître de nouvelles innovations, utilisation audacieuse ou implantation d'envergure. Il est presque temps de nous quitter, mais je ne peux m'empêcher de partager avec vous quelques-uns des derniers événements qui m'ont particulièrement marqué. D'abord, l'inauguration de la plus grande station hydrogène d'Europe avec production sur site, porte de Saint-Cloud à Paris en juin dernier. Elle fournira près d'1 tonne d'hydrogène par jour, notamment pour les taxis qui circulent dans la capitale, un vrai coup d'accélération pour la mobilité hydrogène. Et pour finir, le secteur de l'aviation qui initie également sa transformation. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, l'hydrogène est déjà aux abords des pistes. Une station de production et de distribution d'hydrogène a été installée au sein de la plateforme aéroportuaire pour les bus qui transportent les passagers. Une première en France. Le groupe ADP s'engage également de son côté à accompagner l'arrivée des avions à hydrogène dans les aéroports du monde dès 2035. Voilà, vous savez tout ou presque de mes usages contemporains et de mes rêves en train de devenir réalité. Ma contribution à la décarbonation des transports, de l'industrie et de l'énergie devrait dès 2030 représenter en France près de 6 millions de tonnes de CO2 en moins. C'est l'équivalent des émissions de la ville de Paris. Je vous retrouve très bientôt pour vous dévoiler pourquoi je cristallise de nombreux enjeux, non seulement écologiques, mais également économiques et même politiques, ainsi que mes opportunités insoupçonnées en matière d'écosystèmes industriels créateurs d'emplois, de souveraineté énergétique ou encore de réindustrialisation des territoires. À votre service, votre dévoué H2. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.